Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle on va s'intéresser à tous ces petits paradoxes qui viennent comme ça s'immiscer dans le déroulement de nos parties de jeux de rôle. Donc je choisis d'appeler ce podcast Paradoxal System. Alors, de quoi je veux parler avec ce préambule, entre guillemets? Bien, je me suis aperçu en menant des parties, en écrivant des scénarios, avec deux types d'écriture différents, des séances que j'écris pour moi-même, dont la rédaction, la mise en forme est liée à la façon dont moi je vais faire jouer le scénario derrière, et puis des séances, des scénarios que j'ai eu l'occasion d'écrire pour les proposer à des éditeurs ou pour voilà, faire un peu d'écriture pour les éditeurs eux-mêmes. D'ailleurs, je vous reparlerai de tout ça très très bientôt parce il va bientôt y avoir des scénarios qui vont sortir chez certains éditeurs. Donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de compartiments de jeu qu'on essaye d'améliorer pour améliorer le fun et la qualité des parties. Et en fait, on se heurte assez souvent à des paradoxes. Alors, ayant moi-même mené une réflexion avec un ami à moi, puisqu'on a tendance à débriefer depuis 2 ans et demi, 3 ans, de façon assez soutenue, les séances, que ce soit lui qui soit meneur ou moi qui soit meneur, ça permet d'avoir le double échange de point de vue d'un joueur, point de vue d'un maître de jeu. Et on a mis le doigt sur pas mal de problématiques et on a essayé bien sûr d'y apporter des solutions. Quand c'est le cas, je vous indiquerai comment j'essaie de me débrouiller avec ces paradoxes de manière à améliorer l'expérience de jeu, ce qui n'est pas toujours évident. Alors le premier paradoxe va concerner les joueurs, mais pas que. C'est cette histoire d'historique de personnages. Alors on a tendance, depuis plusieurs années, à avoir vu la tendance à faire apparaître dans de nombreux jeux une volonté d'épaissir psychologiquement les personnages en les dotant de ce qu'on appelle un historique. En gros, généralement on commence à jouer de jeunes adultes ou des adultes et la partie historique permet de mieux expliciter, de justifier l'épaisseur de ce personnage à l'âge adulte. On comprend un peu mieux, on peut suivre son parcours et on comprend où il en est. Selon les corpus de règles, on a soit des tables, je pense par exemple à la 5e édition D&D, où vous allez pouvoir tirer dans des tables, où on laisse le joueur choisir, et puis à mesure qu'il fait son avancée dans sa création de personnage, à lui de mettre en récit en fait la table 1 qui a donné tel résultat avec la table 2 qui a donné tel autre résultat, etc. etc. Alors ça paraît une idée intéressante, c'est une idée d'ailleurs intéressante. Moi le gros avantage que je lui trouve, c'est que ça va permettre à des joueurs qui sont parfois un peu secs sur la partie interprétation roleplay, ce qu'on a coutume d'appeler roleplay dans les séances de jeu, et qui bien souvent se limite à je vais prendre un accent, un petit tic de langage, etc. Mais il n'y a pas vraiment de construction consciente des réactions typiques que va développer le personnage face à telle ou telle situation. Ça permet que vos joueurs, avec leurs historiques, ils savent un peu que leur personnage a vécu ça dans son enfance. Par exemple, imaginons que ses parents aient été tués par un type d'adversaire. Il est évident qu'à l'âge adulte, lorsqu'il va rencontrer des adversaires du même clan, des descendants des agresseurs, des tueurs de ses parents, on imagine bien qu'il ne va pas leur dérouler le tapis rouge. Alors, ça permet de construire des récits, certes cohérents, et de développer des intrigues parallèles dans les campagnes, ce qui est un des intérêts principaux des campagnes. Alors, le paradoxe, c'est également
si vous demandez à vos joueurs, une fois qu'ils ont tiré leur personnage dans les tables, et souvent c'est ce que j'ai fait, de rédiger, de réfléchir au background de leur personnage, les joueurs en amont de la partie vont avoir toute une réflexion sur la construction de leur personnage, et vont vous la soumettre, vous valider, et avant même que la session 1 démarre. Ben, en fait, il y a un petit effet pervers à la chose, un petit effet pervers et paradoxal, c'est que si au début ça permet au personnage de ne pas être sec, très vite, je me suis rendu compte, et on s'est rendu compte avec mon ami, avec lequel je débriefe les parties, qu'en fait ça crée aussi un carcan un peu pesant, et ça a tendance presque à railroader les réactions des personnages. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un joueur qui a vraiment peaufiné son truc et tout, et du coup, il va avoir tout le temps en tête cette grille de développement psychologique, d'émancipation de son personnage, qui va faire qu'en fait, quand il va devoir faire un positionnement, par exemple un positionnement sur un choix moral, une réaction par rapport à une action, etc., et ben même inconsciemment, il va être enfermé par le poids de son background, ce qui fait qu'au bout d'un moment, si vous avez 5 joueurs à la table qui ont constitué des backgrounds très construits comme ça, et ben toutes les intrigues parallèles, en fait, quel que soit ce que vous proposiez à vos joueurs, elles sont railroadées. Ça, c'est une constatation. Du coup, il y a moins d'intérêt à les jouer, aussi bien côté joueur que côté MJ, que côté spectateur. Puisque quand le scénario va focaliser sur une intrigue parallèle liée au background d'un personnage, les autres joueurs de la table, bah, ils sont un peu spectateurs, ils peuvent intervenir si le personnage demande un coup de main ou vient chercher un peu, ne serait-ce que leur acquiescement dans ses prises de position. Malgré tout, ils sont plus dans la position de public, et du coup, on leur resserre un peu tout le temps la même chose. Ils ont compris à un moment que le barbare taiseux voulait venger sa famille, et que donc, dès qu'il va rencontrer, etc., vous avez compris le principe. Donc ça, c'est un paradoxe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Alors bien sûr, ça dépend des jeux, ça dépend comment dans les jeux sont proposés les backgrounds, etc. Alors moi, personnellement, je serais d'avis de faire une espèce de cote mal taillée en empruntant un peu, si je prends le cas de Medfan, des likes, d'emprunter un peu au jeu récent, c'est-à-dire à la 5e édition, clairement, ou au moins à partir de la 3e, ou 3.5, et d'emprunter également à l'OSR. Alors, les fameuses tables qui vont vous dire votre personnage, ça a été un gamin des rues, donc il a développé un peu un background de gamin des rues, donc il a quelques petits bonus quand il s'agit de tout ce qui est déplacement furtif, voler un sac à main, etc., etc. Correspondrait assez bien pour un background de voleur, par exemple, et du coup, il va avoir de la proficiency dans les compétences qui s'y rapportent. J'aurais tendance à considérer cette partie-là du background uniquement n'aller chercher là-dedans que les mécaniques. C'est-à-dire de s'y référer. Alors on peut les citer, les mentionner, dans son roleplay il peut les mentionner, mais en aucun cas ça doit l'enfermer dans le rôle de donc maintenant c'est devenu un bandit de grand chemin parce qu'il a eu cette enfance, cette adolescence, etc. Ça il faut l'évacuer. Et de considérer que ce qui va en fait façonner votre personnage dans ses réactions et son épaisseur psychologique au sens plus large, là on va aller le chercher du côté de l'OSR en considérant qu'en réalité, ce sont les premiers niveaux de jeu qui sont eux déjà intégrés dans une campagne ou dans une succession de one-shot qui vont déterminer le background du personnage. C'est ce qui se passe en OSR, on vous dit le personnage se fait en 10 minutes, ça va très vite, il n'y a pas d'histoire de background, tout ça, et c'est au niveau 4 que selon les réactions qu'a développé le joueur face aux situations et aux factions, à tous les fronts qu'il va avoir rencontrés dans la campagne, qu'il va commencer à se forger une personnalité. Ça a le mérite de coller beaucoup plus au développement de la campagne, au récit commun, en fait, à la table, et ça a le mérite aussi, je trouve, de moins enfermer les personnages, puisqu'en fait, il est toujours
sur une courbe d'évolution. Et en réalité, en termes de simulation, je trouve que là encore, ça fait le boulot, si j'ose dire, puisque dans notre vie, on a conscience qu'on réagit dans nos interactions sociales, par exemple. Bien sûr que notre passé a beaucoup d'importance, que vous allez trouver des pédopsies, des psychologues, des psychiatres qui vous disent que oui, tout se joue avant 6 ans, etc. Ok. Mais après, c'est en fait, il y a une part d'inconscient là-dedans, de choses qui sont intégrées. Or, en jeu de rôle, ça, on ne peut pas le faire. Il y a le fait que en réalité, les personnages n'ont pas d'inconscient, puisqu'en réalité, il n'y a pas de cerveau derrière, il y a le cerveau du joueur. Et donc, ce qui est posé dans le personnage, vous voyez, le joueur l'a forcément en tête. Donc, quelque part, ça va grever sa marge de manœuvre et l'éventail des réactions qu'il pourrait avoir. Bon, vous allez me dire, c'est subtil, mais je vous assure que ça peut faire la différence entre des personnages et des récits avec ces personnages hyper rebondissants, hyper comment dire, non attendus, vous voyez, qui est même de la surprise là-dedans. Et du coup, la surprise, c'est toujours bon à la table, parce que ceux qui sont spectateurs, en fait, ils découvrent toujours des mots, ils sont dans cette mécanique encore qui va fertiliser leur imaginaire. Contrario avec ce que je vous disais précédemment, de considérer que dans la table, ça a été un gamin des rues, donc maintenant, voilà, sachant que des fois on fait des efforts, on dit bon comme ça a été un gamin des rues, il va se construire en réaction. Mais en réalité, c'est juste qu'il traverse de l'autre côté du miroir, mais après c'est figé, c'est figé. On avait déjà, si vous vous rappelez bien, ce problème-là, dès la première édition, ou la deuxième, je crois, de Donjons et Dragons, avec les histoires de moralité. C'est-à-dire qu'en même temps, les mécaniques de moralité étaient importantes, parce que par rapport à certains objets magiques, si vous êtes bon, vous ne pouvez pas utiliser une épée maléfique, etc., etc. Ça, au niveau des mécaniques, c'est super. Ça ouvre plein de gameplay et de possibilités, ou de non-possibilités, ou d'interdictions, ou d'interdits. Mais en même temps, on se retrouve vite avec des joueurs qui s'enferment dans la moralité de leur personnage, et qui finalement, ça a tendance à énormément déshumaniser les personnages, puisque dans la vie, on est construit sur un système de croyances, des systèmes de valeurs, mais on a quand même toute une partie de ces systèmes de croyances et de valeurs, en réalité, sont inconscients, de sorte que lorsqu'on est confronté à des événements, à l'instant T, on va réagir sur le coup, etc. Et notre personnalité va à nouveau filtrer, même si on a baigné là-dedans. Donc voilà. Bon, moi c'est ce que je fais. Je veux pas complètement supprimer les historiques, parce que ça a du bon, notamment dans les jeux comme la 5e édition, où ça ouvre tout un pan de mécanique, ça donne des petits bonus, ça permet aux joueurs de dire tiens, peut-être je vais me spécialiser là-dedans, etc. Et en même temps, il faut pas s'enferrer là-dedans. Alors ça, c'est un premier paradoxe. Un autre paradoxe, toujours à propos des historiques, c'est qu'en est-il de faire une campagne, faire une session 0 avec de la création de personnages, et puis lorsque la campagne lorsque les personnages sont créés, justement avec leurs historiques mécaniques, etc., voilà, le MJ va raconter une histoire, va commencer à réfléchir à ce moment-là pour pouvoir intégrer, en plus de son décor, des interactions qui vont directement répondre, trouver un écho, résonner par rapport au background des joueurs. Là encore, ça paraît une solution intéressante. Ça marche très bien en termes d'implication. Vos joueurs, effectivement, si vous les titillez sur un petit truc en rapport avec le passé de leur personnage, tout de suite, ils vont avoir tendance à réagir au quart de tour. Donc, dans un premier temps, c'est très fertile. Mais dans un second temps, si on prend un peu de recul, et sur la longueur d'une campagne, je dirais, moyen long terme, c'est-à-dire une campagne qui va durer plus de 15 séances, c'est une fois de chose, la boucle est vite bouclée. D'abord, c'est difficile pour le maître-jeu de renouveler. Une fois que vous avez exploité, reprenons l'exemple de ce fameux personnage dont les parents ont été tués. Une fois que vous avez fait un arc, même s'il est morcelé, un arc narratif personnalisé sur
l'assassinat des parents de ce personnage, votre super historique, voilà, vous faites une croix dessus. Il a servi, il a été utilisé, et il est plus valable. Et vous risquez d'avoir un décalage, surtout si le joueur a pris l'habitude dans son interprétation de beaucoup miser de choses sur son historique. J'ai un exemple qui me vient en tête. J'ai fait jouer une campagne et j'avais un joueur qui avait bâti. Donc à l'époque, on était sur essayer des historiques super construits. C'était même dans le contrat social de départ, on s'était dit voilà, il faut vraiment développer les historiques. Les gars, on veut des choses intéressantes. Bon, il s'est trouvé que nous étions, je crois, 4 ou 5 joueurs à l'époque, et il y a un des joueurs qui a vraiment développé un historique solide, de façon sérieuse, et qui, moi en plus, m'a parlé, m'a inspiré. Donc je m'en suis beaucoup servi. Ce personnage, alors on va retomber un peu dans un cas de vengeance. En fait, son gamin s'était fait, il s'agissait de Shadim, et en fait, son gamin s'était fait kidnapper. Je sais plus pourquoi, lors d'une attaque de village, etc. Et du coup, les ressortissants qu'il avait kidnappés étaient partis avec, et ils étaient traqués, et lors du franchissement d'un fleuve, le gamin est mort, il a été noyé dans le fleuve, et donc Shadim s'était juré, en plus de l'intrigue principale, de l'arc narratif principal de la campagne, d'avoir ce truc à exploiter, de chercher les assassins de son fils, et de venger son fils. Très intéressant, j'en ai discuté après avec le joueur, c'était, je pense, un des personnages que le joueur a préféré interpréter, parce que du coup, il y avait une implication énorme, une cohérence vraiment renforcée, etc., etc. Moi, du coup, j'avais accès, j'ai déclenché cet arc assez vite. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu l'opportunité finalement de comprendre qui était, voilà, de retrouver la personne. Il y a eu la superbe scène du règlement de compte où il a oxy le tueur, le tueur de son fils. Mais du coup, derrière, eh bien, en fait, son personnage était tellement buildé là-dessus que ça tombait un peu à l'eau. Et puis, si on prend encore un peu plus de recul d'une façon plus générale, si vous procédez comme ça, vous allez avoir une campagne qui est très sur les joueurs et sur les backgrounds des joueurs, mais en réalité, c'est prendre le chemin par le sens inverse, mais là, vous avez quelque chose de super railroadé, parce que c'est forcément lié au background du joueur. Et là, on tombe dans une espèce de couche supérieure, encore plus que le scénario railroadé. C'est vraiment le méta-scénario sur l'historique qui est railroadé. Et du coup, il y aura pas de surprise. Vous allez développer des trucs très convenus, etc., qui, lorsque vous allez les élaborer en créant votre scénario, vous allez trouver que ça fonctionne. Au début, vous allez proposer des indices, agiter des petits drapeaux pour envoyer les joueurs là-dessus. Ça va très bien fonctionner. Mais au bout d'un moment, les joueurs, comme le maître de jeu, sans même forcément le verbaliser, ils se rendent compte qu'ils sont sur un truc. Voilà, on sait qu'il y aura ce moment-là dans la campagne. On ne sait pas quand. Alors il reste le suspense de quand est-ce qu'on le fait intervenir. On peut développer justement, c'est le cas idéal pour développer du suspense, parce que vous savez que pour que le suspense n'existe que si on a conscience des choses. Donc là, c'est le cas, par le biais du méta-jeu, on a conscience qu'il va arriver quelque chose, et donc il y a ce suspense de quand, par exemple, si je reprends l'exemple de Shadim, quand va-t-il rencontrer l'assassin de son fils, et va-t-il pouvoir s'y confronter et régler ses comptes? Ça, c'est un suspense depuis le début de la campagne. Mais quand je revois cette campagne des mois et des mois après, que je me refais un peu le film dans ma tête, je suis assez content, ça a plutôt bien fonctionné en termes de fun, tout ça, mais il y a encore quelque chose qui me plaît pas là-dedans, qui est pas assez ouvert, qui est un peu enfermé dès le départ, en fait. Voilà. Même si j'avais imaginé qu'il pourrait peut-être, avec ce qu'il découvrait dans la campagne, changer son fusil d'épaule et finalement aller vers une sorte de rédemption et apprendre à gracier le tueur de son fils, ce qui n'a pas été le cas. Et ça, ce choix-là, il est resté libre aux joueurs. Donc c'était quand même un peu ouvert, pour bien vous situer les choses. Mais bon, je pense que ça pêche un peu. Et il y a encore un autre problème que tout ça sous-tend, c'est qu'en réalité, à moins que les joueurs ne se concertent pour rédiger des backgrounds qui sont vraiment étroitement liés
et que le maître du jeu pour que le maître du jeu puisse par la suite élaborer de la méta-intrigue qui laisse aucun joueur de côté et qui va chercher tous les joueurs au même moment, en même temps sur un thème, ce qui moi ne m'est jamais arrivé, ça crée quelque chose qui est vraiment très vite pose problème au niveau de la troupe, parce que si vous favorisez tel joueur, par exemple quand j'avais agité je reviens toujours à cet exemple de Shadim qui veut venger son fils, quand j'avais agité cet arc narratif pour lui, il y avait des choix de on va là ou on va là, ou bien évidemment que lui pesait de tout son poids sur le reste de la troupe pour aller avancer dans le sens où il avait eu des infos et où il savait qu'il pourrait croiser plus facilement en allant par là la route du tueur de son fils. Mais pendant ce temps-là, les autres joueurs, eux, leur arc, il était un peu en attente, etc. Et le maître de jeu est constamment tiraillé. Tiraillé parce que ces fameux backgrounds ont fait naître, ont fertilisé des attentes qui sont différentes chez chaque joueur. Et je reviendrai pour clôturer cette petite vidéo là-dessus. Plus les joueurs, en fait, vont bâtir de background solides, plus en réalité, en amont de la partie, ils vont, même inconsciemment, ça peut être inconscient, ils vont commencer à engranger comme ça dans un coin de leur tête des attentes par rapport au déroulé de la campagne. Et plus les joueurs ont des attentes, plus vous avez des chances en tant que maître de jeu que l'histoire et surtout la façon, les rebondissements s'écartent des attentes des joueurs et deviennent, au lieu d'être des choses entre guillemets au sens second du terme merveilleuses, en fait ça fait des rebondissements qui vont être un peu frustrants, mal vécus par les joueurs parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre le rebondissement ou comment tourne le scénario et puis l'attente que le joueur s'était fait par rapport à son background. On a tous vécu cette fin de débrief de campagne ou même de one-shot avec un joueur qui vous dit moi je suis un peu déçu quand même parce que je m'étais fait dans un jeu SF, je m'étais fait un mécano, je pensais que j'aurais l'occasion un petit peu de faire profiter tout le monde de mes trucs de réparation. Et ben non, c'était un scénario, votre vaisseau s'échouait dans un désert sur une planète désertique et il n'y avait pas du tout de contingence mécanique. Et donc, le gars qui s'était fait un mécano, il avait tout son background là-dessus et il n'a rien pu faire avec son personnage. Donc, voilà le paradoxe, parce qu'à contrario des joueurs sans attente, ça ne fonctionne pas. Si les joueurs ont trop investi le background de leur personnage, ça vous met des bâtons dans les roues, c'est un frein aux possibilités de développement et à l'ouverture générale du scénario, avec ce côté, on est surpris, le maître de jeu comme les joueurs, par comment ça tourne, et puis ça continue à avoir une dynamique positive qui fait que tout le monde va avancer dans un sens. Là, je parle pour des campagnes à longue échelle, qu'à l'inverse, les joueurs ne réfléchissent pas du tout à leur background, et là, ils sont un peu secs quand il s'agit d'avoir des réactions cohérentes sur la personnalité, enfin leur personnage, il manque un peu une épaisseur, un truc, ça reste des compétences sur pattes. Ça nous amène, et je conclurai cette vidéo là-dessus, parce que ça fait déjà un bon moment que je vous parle, sur un autre paradoxe encore plus énormissime, sur lequel on a mis le doigt, c'est qu'en réalité, plus vos joueurs sont des rôlistes aguerris, moins vous avez besoin de règles. Et que souvent on nous présente la proposition inverse dans les jeux, en disant un jeu avec des règles hyper light va favoriser, il va être mieux pris en main par des joueurs débutants. Eh bien, ce n'est pas vrai. On a encore mesuré ça récemment depuis qu'on s'est remis à faire un petit peu d'OSR, où par exemple il n'y a pas de compétences, avec des joueurs qui ont de la bouteille. Lorsqu'ils ont à démêler une situation, ils ont des cas de figure en tête, ils ont une expérience de rôliste qui fait qu'ils vont penser à telle chose, et pour franchir la trappe, je m'y prends comme ça, etc. A contrario, un joueur débutant, ça l'aide beaucoup d'être dans un jeu basique à pourcentage,
où il voit que pour désamorcer les pièges, il a 40%, et puis voilà, il jette et il va voir ça sur sa feuille, et il va y penser. Donc en fait, les compétences, les jeux à compétences, pour les joueurs qui débutent, sont parfaits. Hein. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles un jeu comme l'Appel de Cthulhu et le BRP, le basique, fonctionne si bien avec des débutants. C'est parce que, en termes de chiffres, c'est simple, c'est des pourcentages. On sait très bien quand on a plus de 50% pour réaliser quelque chose, on voit à peu près les risques qu'on encourt. C'est une lecture immédiate, qui n'est pas toujours le cas dans des systèmes roll and keep, par exemple, ou dans des systèmes avec des dés narratifs, ou dans des systèmes même au D20 un peu complexes, un peu crunchy. Et puis aussi, ça permet aux joueurs d'avoir un cadre d'intervention. En réalité, beaucoup des situations auxquelles il est confronté, même s'il est débutant, il va regarder un peu, il va pouvoir trouver des voies sur sa feuille de personnage. Un bon joueur n'a absolument pas besoin de ça. Et par contre, de dire on fait un jeu très simple avec un joueur débutant, il va pas y penser, il va falloir que vous lui expliquiez après, à la fin de la partie, tu vois là, regarde, tu as fait ça, mais tu aurais pu aussi faire ceci, cela. En fait, trop de liberté, et ça a tendance à brider énormément des joueurs débutants qui ne savent pas quoi en faire de cette liberté, qui ne savent pas non plus où sont placées les limites, qu'est-ce qu'on peut faire intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition, et donc du coup qui ont un gameplay un peu tristos sur ces contingences-là. Donc voilà, donc ça fait déjà pas mal de trucs qui sont très paradoxaux et avec lesquels on doit se dépatouiller. Et c'est des choses qui sont importantes en termes de fun autour de la table et de maximisation entre le temps de préparation de la campagne, l'investissement que chaque joueur fait sur son personnage, etc. Et puis le rendu que ça a. Comment on s'est amusé, est-ce qu'on a fait une campagne pendant 25 séances, est-ce que chaque fois qu'on a fini une séance, tout le monde a quitté la table en se disant ah, c'était vraiment bien ce qu'on a joué, on s'est vraiment éclaté et on est super motivé, vivement à dans 15 jours ou la semaine prochaine pour la prochaine partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.